Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. Un nouveau rendez-vous pour vous présenter l'ensemble du Super Bowl 60 qui se jouera dans la nuit de dimanche à lundi au Levi's Stadium de Santa Clara, j'allais dire de San Francisco, mais c'est à Santa Clara pour être très précis. On va revenir sur alors, il y a des petits problèmes de connexion, hein, je vous cache rien. Il y a des gens qui s'en vont, qui reviennent. On va donc vous présenter tous les joueurs, les match-ups, les coachs, tout ce qu'il faut savoir sur le Super Bowl 60. C'est tout de suite pendant cette petite heure d'émission. Avec moi, mon équipe du lundi, avec mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Toute dernière ligne droite, en effet, l'avant-dernière de la saison pour nous. Et comme tu l'as sans doute précisé, ce sera dans la semaine le podcast de la honte, le prochain, n'est-ce pas, celui où nous reviendrons sur nos prédictions du début de l'année. Et où nous pourrons battre notre coulpe pour avoir dit que telle équipe était une de deux peintres incapables de lasser leurs chaussures, alors que certains ont atteint écoute, le super. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On s'est planté, voilà, faut le dire. Bon, toujours est-il tous les ans. On a une belle affiche. Oui, c'est une petite tradition de playoff de se planter sur les pros. Toujours est-il que on a quand même deux beaux finalistes, parcours assez différents, notamment en ce qui concerne leur finale de conférence et des matchs dans le match par le tour de tout ça. Mon Yaya est là aussi. Salut mon Yaya. Quand on parle Super Bowl, on pense à Yaya, bien évidemment. Salut, comment ça va ? Eh ben oui, moi ça va très bien. Écoute, moi je suis celui qui en a le plus gagné au 21e siècle avec mon équipe. Donc de la bande. Tout à fait. Celui qui était aux portes du Super Bowl, mais malheureusement la porte s'est refermée lamentablement, en plein dans son nez. Salut Flav, salut à tous, salut à toutes. C'est pas très très beau de faire référence à ce nez que j'ai maintenant si proéminent mais cassé, ou pas loin, où je ne sais pas ce qu'il en est vraiment, il va falloir que je vérifie. Bientôt la Saint-Valentin, tu vas encore aller acheter un bouquet de fleurs, tu vas te reprendre une vitrine. Et peut-être que ça me le remettra droit, figure-toi. Mais en tout cas, avec d'autres parties du corps. Très heureux, tu veux que je dise quoi à ça ? Très heureux de faire encore ce podcast avec vous, d'avoir suivi toute cette saison avec vous et de la finir comme il se doit. C'est ton avant-dernier avant le licenciement. Malheureusement, on ne verra pas mes Broncos chéris, mais c'est pas grave parce qu'on va avoir une superbe finale, une superbe dernier match et on va se régaler. Hier, c'est vrai, pour nous qui enregistrons le lundi soir, mais c'était le dernier dimanche, le premier dimanche sans foot, et ça faisait très longtemps. Donc voilà, maintenant on place au Super Bowl. C'est long cette présentation. Oui, c'est très long, mais j'ai envie de parler. J'étais pas là jeudi, tu vois, donc j'ai envie de parler. Place au Super Bowl et on va se régaler. Quelle angoisse. Alors, deux petites précisions, les amis. Tout d'abord, pour vous dire qu'il reste des billets en vente pour le O'Sullivan, si vous voulez venir pour regarder le Super Bowl avec des joueurs des Mousquetaires, avec quelques surprises aussi qui vous seront dévoilées en cours de soirée. Ça commence à 22h au O'Sullivan Bastille. Il y aura Charles, il y aura moi, il y aura Yaya qui sera là, il y aura aussi Nathieu, il y aura aussi Brice Jacques, André Coquin, il y aura aussi Florian Gilleron de la Fédé, il y aura aussi Matt de l'Afterfoot US, bref, il y aura du beau monde dans cette soirée des Mousquetaires, donc n'hésitez pas à venir, les billets sont en vente sur les réseaux des Paris Musketeers. Deuxième chose aussi, et ça je réponds à une question qui m'a été posée 3 fois dans la semaine, alors je tiens à rassurer nos auditeurs, va-t-on faire une pause après la saison ? Évidemment que non. Le podcast continue, même pendant l'intersaison, comme nous avions fait l'année dernière. Alors, ce sera un rythme d'un podcast par semaine, et non pas deux, mais nous serons là au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Bref, nous serons là tout le temps, parce qu'on m'a dit, oui, comment je vais faire quand il n'y aura plus le podcast pendant la semaine ? Mais rassurez-vous, nous serons toujours là. Oui, mon Yaya. On prépare des choses et puis après, il y a forcément... Tu préfères de Yaya version 2026, vous inquiétez pas. Exactement, je pensais à ça, mais également, tu animeras avec brio des podcasts sur le LF. Oui, enfin, le FA ou le FLE, enfin bref, on verra. Ouais, enfin voilà, en fonction du bordel qu'il va y avoir. Voilà, et puis comme d'habitude, vous pouvez aussi me retrouver, parce que j'emmène avec moi The Playoff, le mercredi soir sur la chaîne de l'After Foot US pour parler de la D1, de la D2, de la D3, bref, de tout le foot US en France. Mais pas la D3 Lions. Voilà.
Ça va être long et c'est bientôt la fin de la saison. Dieu merci. Alors, on commence en parlant un petit peu du parcours de ces deux équipes, des Seahawks de Seattle et des New England Patriots, depuis le début de saison, parce qu'on a ce petit refrain, cette rengaine depuis plusieurs semaines de dire que les Patriots sont là, mais bon, bof, ils n'ont pas eu beaucoup d'adversité. Est-ce que c'est, toi, Yaya, une pensée à laquelle tu souscris, sans aller jusqu'à dire qu'ils ne méritent pas d'être au Super Bowl, hein, c'est pas ça, mais où est-ce que tu te dis, bah oui, ils ont quand même eu pas mal de réussite sur leur calendrier. Mais ça fait partie du jeu. On sait qu'il y a des années avec des calendriers plus favorables que d'autres. Mais le calendrier, c'est aussi des conjonctions de la saison. Après, c'est les adversaires qui, au départ, effectivement, ont un certain standing, mais après, il y a des adversaires qui passent complètement à côté de leur saison. Donc, c'est pas vraiment leur faute. De toute façon, c'est de la NFL. La différence entre les équipes sont même la meilleure équipe que la plus mauvaise. Alors, je mets de côté certaines équipes, de l'Ohio notamment, qui ne servent à rien. Mais en fait, il y a très peu d'écart. Donc, il faut aller chercher les matchs, il faut aller les gagner. Donc en fait, ils ont tous mérité leur place au Super Bowl. Alors, petite question quiz. Vous êtes Question prêts, Madame les amis Belper de Loche. Voilà. Vas-y. Est-ce que vous connaissez le strength of schedule, donc la difficulté du calendrier des Patriots cette année? Je Alors, crois c'est que en c'était quatrième. points, c'est 0 point quelque chose. C'est Hein, pas 0,33 ou 0,34? c'est 0,39. Ah, ouais. C'est 0,39. C'est-à-dire que bon, ils ont joué des équipes effectivement qui sont très très en dessous du niveau moyen, sachant que le deuxième calendrier le plus facile à la fin de la saison, donc là ça prend les bilans évidemment des équipes avec leur bilan de saison, c'était les Dallas Cowboys avec un point 438. Dallas qui a le 12e choix de draft. Hein, donc comme quoi la facilité dans le calendrier ne donne pas forcément une place en playoff. Et on salue nos amis de Dallas. Jerry Ah non, Jones. pardon, j'avais pas vu, il y a Denver avec point 422 juste avant. Donc les deux plus faciles calendrier, c'est les Patriots et les Broncos. On a l'habitude de dire, Seb, que les Seahawks, eux, ont fait face à une adversité. Alors, c'est point 498, 0.498, les Seahawks de Seattle. C'est un calendrier qui, effectivement, était difficile, déjà parce qu'ils ont été dans une division plutôt compliquée. Absolument, c'est la première remarque que j'allais te faire, c'est tu as vu la division, c'est quand même la seule qui a sorti 3 clubs sur les 4 qui la composent pour aller en play-off. Donc rien que là-dessus, tu as quand même. Et puis, 2 autres clubs finissent également avec des bilans victoires-défaites qui sont quand même costauds. Donc effectivement, rien que là-dessus, forcément, la force du calendrier, la difficulté du calendrier, j'étais en train de faire un anglicisme avec strength of schedule, ça te la place tout de suite dans une autre dimension. Et ensuite, si on regarde de plus près le calendrier de Seattle, Isenberg, alors dont le bilan est ce qu'il est, mais qui a tout de même remporté sa division. Il y a Tampa Bay qui a été pendant un certain temps en tête de sa division aussi, même s'ils ont un peu été distancés sur la fin du championnat. Il y avait Jacksonville, il y avait Houston, il y avait Indianapolis qui également à un moment a joué les têtes d'affiche dans le championnat. Donc quand même un calendrier plus vu de leur futur. Et c'est justement force de calendrier qui a fait d'eux actuellement pour les experts favoris pour ce match. Qu'est-ce que tu disais, Vince? Non, je me posais la question. Donne-nous ton impression que tu nous as donnée dans le chat. Non, je me posais la question de savoir si la force du calendrier dont tu parlais, c'était la force qui avait été calculée avant la saison ou après la saison. Donc après la saison, en fonction des résultats de chacun. Ok. Tout à fait. C'est pour ça que les Broncos sont descendus dans le calendrier, parce que les Chiefs, justement, ont fini en négatif. Ok, d'accord. Et c'est sur cette force de calendrier-là que sera calculé le début de calendrier 2026. Du coup, quand on dira ils ont le calendrier le plus facile ou le plus difficile, ce sera encore une fois fait avec les bilans de la saison 2025. Mais là, ça a été ajusté. Là, c'est vraiment la force du calendrier réel, entre guillemets, avec les performances de chacune des franchises
en 2025. Oui, oui. Donc juste pour parler de ce calendrier de la saison qui s'est écoulée, il faut pas oublier que les deux équipes ont quand même 2 points communs majeurs. La première, c'est elles ont connu toutes les deux 3 défaites en saison régulière. Donc ça, c'est le premier point commun. Et le deuxième, c'est que elles étaient à la fin de la première semaine, elles n'avaient aucune victoire puisque les deux équipes ont perdu. Alors à domicile pour les deux équipes. La première les Seahawks ont perdu à domicile contre les Niners dans un duel de division où déjà on se posait des questions sur les Seahawks et sur justement le potentiel Niners, l'année des Niners. Et les Pats qui ont perdu contre toute attente à domicile contre les Raiders en première semaine. C'est vrai que cette défaite avait fait beaucoup parler d'elle aussi, puisque beaucoup voyaient les Pats en nette progression, et puis la défaite contre les Raiders à domicile, on s'est dit attention, il y a quand même quelque chose, et ces deux équipes, là où je voulais en venir, qui ont vraiment eu une marge de progression tout au long de la saison, que l'on a vu progresser, qui sont partis avec peu de certitude au début de la saison et qui sont arrivés vraiment en fin de saison en pic de forme avec de vraies certitudes, non seulement sur la forme, mais surtout sur le jeu. Et c'est très beau à voir. D'ailleurs, ça me fait penser, tiens, pendant que tu parles de cette première semaine, est-ce qu'on n'ajouterait pas dans notre podcast de jeudi, en plus du débriefing, le débriefing de nos overréactions de la week 1 ? Oh la vache. Oui, oui. Avec les fameuses de la défense des Bengals. Avec la défense des Bengals qui va mener au Super Bowl. La défense des Bengals, bien sûr. Mais oui, allez, rajoute-le. Ça serait dommage de parvenir là-dessus. Honnêtement, ça serait dommage de rater ça. Tant qu'à passer pour de brillants experts, allons jusqu'au bout. On va rigoler. Ah bah oui, on va se marrer. Mathieu manque pas la défense de Cincinnati, je ris encore. Ah bah oui. Je me rappelle, vous le voyez pas, mais comment Seb avait sauté de sa chaise quand on lui avait parlé de la défense de Cincinnati, qu'elle allait les emmener au Super Bowl. C'était rigolo à voir. C'était très, très amusant. Bref. Il y aura le chapitre 2 jeudi, tu vas voir. Je vais vous faire le deuxième tome. On va le faire en live, comme ça vous verrez tous Seb en train de sauter de sa chaise. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on va commencer en parlant de ce Super Bowl par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Honneur aux outsiders, si j'ose dire. Les Patriots, il y a une question qui revient beaucoup chez les médias américains. C'est la question de Drake May. Drake May qui a réussi une très belle saison régulière. Il est même, on en a parlé dans le dernier podcast, dans la course pour être MVP jeudi prochain, même s'il sera probablement battu par Matthew Stafford. Il reste quand même dans les finalistes au MVP. Une très belle saison régulière. Mais ça a été plus difficile, Seb, en play-off. Les performances de Drake May, la question c'est, est-ce que Drake May a les épaules pour aller gagner un Super Bowl ? Alors... J'aimerais bien je vais paraphraser Pierre Corneille et te dire que la valeur n'attend pas le nombre des années. Parce qu'effectivement, une des questions que se posent ces experts outre-Atlantique, c'est Drake May est-il trop jeune pour gagner un Super Bowl ? Je trouve que la question n'a pas trop de sens. Si on regarde les vainqueurs précédents, le plus jeune, tiens d'ailleurs, qui c'est le plus jeune vainqueur d'un Super Bowl, messieurs ? Je ne sais pas. Eh bien, c'est Ben Roethlisberger. C'était pour Vince, celle-là. C'est mon sosie. Des Steelers de Pittsburgh et sosie officiel de Flav, c'est vrai, qui le remporte à 23 ans et 240 jours, c'est vous dire si je suis précis. Et les troisièmes sur le podium, c'est Patrick Mahomes qui avait 24 ans et quelques, et Brady qui avait 24 ans et 6 mois. Tom Brady, bien entendu. Si je peux me permettre, Big Ben, il n'est pas sophomore par contre quand il le gagne. Il le gagne au bout de la 3e ou 4e année, non ? Je crois que c'est sa 3e saison. Ouais, je crois. Continuez, je vais vérifier ça. Greffier. Ouais, voilà. Greffier. Toujours est-il que Drake May, effectivement, s'il l'emporte, pourrait devenir le plus jeune quarterback à remporter un Super Bowl. Mais la question, est-il trop jeune pour l'emporter ? Pour moi, elle n'a pas vraiment lieu d'être. On peut parler d'expérience, je suis d'accord. On peut parler d'expérience, d'habitude des grands rendez-vous, et effectivement, bon, il y a cette baisse de régime durant les playoffs qui est peut-être inquiétante. Alors, inquiétante, oui et non. C'est vrai qu'ils ont marqué très peu de points. 15 contre les Chargers, 16 contre Houston, 17 contre Denver. Mais ils ont affronté de très grosses défenses, ce qui n'avait pas été le cas pour eux en cours de saison. Est-ce qu'on peut considérer maintenant que cette attaque, elle est plus aguerrie ?
là-dessus, je vais être un petit peu plus réservé parce que, on va y revenir plus tard, mais en face, il y a quand même du répondant en défense et pas qu'un peu. Du coup, la réponse, est-ce qu'il a les épaules? Eh ben, il va falloir voir si cette attaque a des solutions, trouve des solutions, a des ressources pour affronter la défense de Seattle. Cette attaque, on sait qu'elle a déjà un petit problème du côté de l'offensive line, 47 sacs concédés, 38,3% de pression concédée, 8,7% de sack rate et 15 sacs concédés sur les 3 derniers matchs. Ça va être un problème, surtout quand on va regarder ce qu'il y a en face. Ben Roethlisberger, pour répondre, c'était la deuxième année, c'était sa deuxième saison. Il était sophomore. Voilà, c'était sa deuxième saison. Ouais, il a été drafté en 2004 et c'est sur la saison 2005 qu'il remporte son premier des 2 Super Bowls puisqu'il en gagnera ensuite un second. Je crois que c'est sur la saison 2008, si je ne dis pas de bêtises. Mon cher Yaya, même Oui. question que pour Seb. Est-ce que le manque d'expérience de Drake May peut être un facteur dans ce match? Pour moi, non. Alors, je vais. Merci. Non, mais en fait, le truc, c'est que en fait, il a un cordeau qui a extrêmement l'habitude de ce type de rendez-vous, qui va le driver, qui va faire des plans. Moi, je suis d'accord que il y a eu une baisse de régime, mais il faut voir les conditions. Il faisait super froid là, donc on force beaucoup sur le jeu de course, beaucoup de jeux de possession face à des équipes qui effectivement avaient des grosses défenses. Ça fait beaucoup de choses qui étaient c'était un peu en vent arrière. Donc quand tu joues sous la neige, forcément, tu vas plus t'appuyer sur le jeu de course et donc moi ça ne me choque pas la baisse de régime. En revanche, moi je trouve que c'est un faux procès. Il a mérité sa place, il est là. Pour moi, c'est un joueur professionnel. Même si c'est seulement sa deuxième saison, qu'il est sophomore lui aussi, je ne vois pas en quoi on peut lui faire ce procès. Je me rappelle qu'on ne faisait pas le même procès pour Joe Burrow alors qu'il était sophomore avec les Bengals quand il est arrivé. Donc c'est un peu un délit de sale gueule, quoi. Drake May, ouais, bon. C'est un truc de média. Mais bon, de sale tête. C'est un truc de média, mais comme nous, on n'est pas dans les médias, ça va. Je pense mais de médias américains, je te parle. Je pense qu'il y a aussi le fait que l'année dernière, il n'a pas fait une année complète. Il a quand même il a rentré en milieu d'année. Il a bien fini son année l'année dernière, mais il n'a pas une saison complète dans les pattes avant de commencer cette saison-là. Une saison de matchs, j'entends. Donc il n'a pas 17 matchs, quoi, grosso modo. Je pense que c'est ça qui joue pour beaucoup. Maintenant, pour répondre à ta question aussi, Flav, l'expérience du Super Bowl en lui-même, il en a autant que Sam Darnold. Donc, oui, ça c'est sûr. Là-dessus, c'est vraiment un match vraiment particulier. C'est un match à part. Tout le monde le dit, tout le monde n'arrête pas de le dire, n'arrête pas de le préciser. La pression, les joueurs, les pubs, les pauses, tout change. Donc c'est vraiment particulier et voilà. Alors, moi, sur le Super Bowl, il y a aussi une chose, c'est que il y a des temps qui sont différents. Il y a des pubs en plus. Il y a le fait que l'attente au début du match est un peu plus longue que d'habitude. Et également le show de l'habitant qui est plus long que les 15 minutes habituelles. Donc c'est tout un ensemble de choses à gérer. Et là où ça peut être important, c'est qu'effectivement il a tout un coaching staff qui connaît, qui a déjà été. C'est une franchise qui connaît. Pour moi, tu vois, même si lui il est plus jeune, à côté de ça, il a tout un environnement qui est tout un staff qui connaît ce genre de rendez-vous et qui sait le gérer. Très bien. En parlant des à côté du Super Bowl, je vous invite à aller regarder la série d'articles que l'on a rédigés sur le site de The Playoff sur les paris insolites autour du Super Bowl. Il y en a sur Donald Trump, il y en a sur le show de la mi-temps, il y en a sur le coin toss parce que ça a une importance capitale de savoir qui gagnera le coin toss. Il y en a aussi qui vont arriver mercredi, sur tous les à côté, avec notamment la couleur du Gatorade qui sera versée sur le coach, etc. Oui, bon Yaya. Alors, combien est la cote pour le coin toss pour que la pièce tombe sur la tranche? Il n'y a pas. C'est pile ou face et c'est des cotes égales à 1,9.
Ah d'accord. Voilà, Ok. il y a pas de... Mais dans l'histoire du Super Bowl, il y a eu plus de... Par contre, on a une très belle cote sur Stephon Diggs qui pourrait demander en mariage Cardi B. Ah, C'est bah, peut-être le problème, intéressant. alors, oui, mais alors, est-ce qu'il y a plusieurs choix pour savoir qui demande en mariage? Non, voilà, voilà. Bon, la cote est très élevée, hein, je crois que quasiment du 80, hein, mais bon, on sait jamais, on va savoir. Bon, les amis, on va continuer à dérouler un petit peu ces New England Patriots parce qu'ils n'ont pas qu'un quarterback, hein, ils ont une attaque, on en a parlé, qui a été un peu clopin-clopant, si j'ose dire, ces derniers temps. Alors, vous l'avez dit, il y a eu les conditions météo. Les conditions météo, d'ailleurs, on va les donner tout de suite pour le Super Bowl. On annonce des nuages avec une possibilité de pluie, environ 40% de chance de pluie, et une température à 18 degrés Celsius. Donc, ça reste des conditions acceptables. La pluie pouvant être dangereuse. Oui, mon Yaya, j'ai pas le vent. C'est ça que tu me dis. Alors non, j'ai autre chose. J'ai vu qu'il y a eu un séisme d'une Oui, magnitude de de 4,2 oui, tout à fait. sur l'échelle ouverte de Richter. Tout à fait. Bref, voilà, ça c'est pour les conditions météo du Super Bowl. Est-ce que cette attaque, Vince, t'inquiète avant d'aller affronter une défense des Seahawks qui a su se montrer performante cette année? Alors, est-ce qu'elle inquiète? On peut avoir des doutes, ça c'est évident, parce que les trois derniers matchs qui étaient en play-off, forcément, ont été un petit peu plus durs. Maintenant, il faut remettre dans le contexte, et notamment, je ne sais plus si c'est Seb ou Yaya qui l'a dit, comme c'était intéressant, je pense que c'est Seb qui a dû le dire, mais ils ont affronté trois grosses défenses, et Je surtout crois que c'était Yaya. dans des conditions climatiques. Non, mais j'adore mon Yaya, c'est pour ça que je me suis permis. Tu aimes bien, Dans des, châtie bien, mais moi, tu es amoureux de moi, donc dans forcément. des conditions climatiques très particulières, où ils ont dû Climatrique. revoir aussi climatiques, où ils ont dû revoir un peu leur plan de jeu en fonction aussi de ce qui se passait. C'est comme une mandarine. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le climatrique à l'instant? J'ai dit climatique. Oui, oui. Non, non. La VAR est formelle. Hein. Bon, C'est un replay. bref, Il nous fallait une preview Super Léo. Bowl avec la langue de Vince qui part en... attends, je mets mon TPO d'honneur à... Ah, voilà. Je vous en Voilà. fais Ce profiter. sera peut-être la dernière de la saison, mais la climatrique elle risque de rester un petit moment aussi. Tout à fait. Ouais, mais alors, il faut dire à nos auditeurs qu'il est avec un 3/4 en cuir et des lunettes de soleil. On l'appelle Néo dans le métier. Bref, tout ça pour dire que cette attaque, elle a dû changer un peu son fusil d'épaule et ses plans de jeu durant ces playoffs, parce que forcément, les défenses adverses proposaient autre chose que ce qu'ils ont rencontré en saison régulière. Pour autant, ils restent assez sûrs de ce qu'ils ont réussi à faire durant toute leur saison, avec vraiment une très très bonne offense, deuxième en termes de points marqués et troisième en termes de yards créés, générés. Donc ça reste une attaque qui est quand même qui a des bases très solides, qui est multidimensionnelle puisqu'on arrive à la fois à courir et à la fois à passer. Il va falloir juste que la ligne offensive remette un petit peu plus de solidité dans sa protection de Drake May. Et pour moi, ça va partir beaucoup de là. À partir du moment où ils arriveront à maintenir cette pression qu'on peut mettre sur Drake May, l'attaque aura tout à loisir de performer. Est-ce qu'il y a un de vous qui veut rajouter quelque chose sur l'attaque des Patriots, Yaya ou Seb? Moi, je pense que va y avoir une chose clé, ça va être très vite installer le jeu de course, c'est une palissade pour que le jeu de passe s'ouvre un peu plus facilement, parce que sinon la défense des Seahawks va vraiment faire qu'une bouchée. On va parler de la défense des Patriots. On a beaucoup parlé de l'attaque depuis le début du podcast. Une défense des Patriots qui est l'une des forces de cette équipe. Est-ce que, Seb, il faut que les Patriots fassent entrer ce Super Bowl 60 dans un registre défensif pour avoir une chance de s'imposer? Ça peut être la clé pour eux. Ça pourrait être la clé. Cette défense, elle s'est classée 4e en termes de points encaissés. Et du côté du jeu aérien, elle s'est classée 9e en yards concédés et 6e
contre le sol, toujours en yards concédés. Leur défense contre le sol, c'est un mur de briques du côté de la Nouvelle-Angleterre. Seulement 42 jeux longs alloués. Ils sont 10e de la ligue dans cette catégorie. Ils se sont classés 6e en yards contre le sol avec 101,7 yards concédés par match. Et le tout, surtout, sans stacker leur box, c'est-à-dire sans ajouter de personnel en plus sur la ligne défensive. Ils ont joué avec une ligne à 4, 19,7% du temps, ça les classe 24e. Donc ça veut dire que on a un front fort qui est très performant contre le jeu au sol. Et ce qui est intéressant, c'est que Seattle court 50% du temps, très exactement. 50% de leurs jeux, ce sont des jeux au sol. Ils sont 3e de la ligue derrière Baltimore et Buffalo pour ce qui concerne les clubs qui jouent le plus le ballon au sol. Et du côté du pass rush, c'est aussi très côté de la Nouvelle-Angleterre, 19 hits juste par le duo Milton Williams, Christian Barmore, et 3 sacks également partagés entre ce duo en playoff. New England a fait un très gros investissement sur Milton Williams à l'intersaison, 104 millions de dollars pour le faire venir de Philadelphie, et l'intérieur de l'offensive line de Seattle est son point faible, là aussi. Les gardes Anthony Bradford et Jalen Sundell sont les maillons faibles. Bradford est classé 72e sur 80 gardes par PFF. Il a concédé 4 sacks et 25 hurries. Offensif faible. Des tackles très forts, c'est peut-être là que ça va se jouer. Et puis sur les côtés, Clavon Chason et Harold Landry 3, c'est 16 sacs à eux deux. Là aussi, du côté des edge et des outside linebackers, il n'y a pas trop de soucis. Donc effectivement, il est possible que l'une des clés pour New England, ce soit que sa défense passe le plus de temps possible sur le terrain afin de créer des stops et de donner des situations de yardage court. Situation de yardage court, c'est d'ailleurs la situation dans laquelle ils ont marqué leur seul touchdown contre Denver. C'est leur défense qui récupère une balle loin dans le camp des Broncos lors de la finale de conférence. Alors attention, parce que justement contre les Broncos, il y a eu une excellente défense. Tu vas me dire qu'il neigeait, oui, on sait. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils avaient un punter qui a failli bouffer la feuille. Il est saoulé. Oui, bon, c'est bon, on sait qu'il neigeait. Non, ce que je veux dire, c'est que il neige à Denver, il fait froid l'hiver. Oh là là, qu'est-ce qu'on est étonné. Non, moi je parlais du punter qui avait un coup de pied digne de Frédéric Michalak en 2003 face à l'Angleterre. Donc, excuse-moi, il tape des coups de pied de rouge-gorge, la défense se crève, et pour avoir tout le bénéfice qui était bouffé. Alors voilà, c'est tout. C'est vrai que, plus sérieusement, c'est vrai que leurs special teams n'ont pas été particulièrement brillantes contre Denver. Ouais. Mais c'est aussi les special teams qui les sauvent en bloquant un field goal en fin de match. Donc, oui, mais tout à fait. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais les special teams auront certainement un rôle à jouer parce que c'est pas si déséquilibré que ce que veulent bien dire les gens. Et niveau special team, il y a un gros danger aussi du côté des Seahawks de Seattle. Alors on en parlera peut-être tout à l'heure, on sait que c'est quelqu'un qui ne pèse pas dans le match, notre ami Wake, mais il faut quand même se méfier de Rachid Shahid pour les retours de coups de pied. Donc du coup, ça veut dire que si Wake dit ça, il va marquer. Mais moi, je vous dis que je rêve d'avoir un touchdown de Rachid Shahid alors que je suis à côté de Wake. Tu vois, à 2 doigts d'acheter le maillot de Shahid avant le match, juste pour pouvoir lui montrer sous le nez dès qu'il aura marqué. Mon cher Vince, on dit souvent que la défense fait gagner des titres. Est-ce que celle des Patriots peut faire gagner le Super Bowl ? En tout cas, la défense permet de gagner des titres. Quand on dit ça, c'est que ça permet d'arriver jusqu'au Super Bowl, parce qu'après, ça reste un match. C'est plus la saison complète, c'est vraiment un match. Et on a 2 équipes vraiment défensives qui sont arrivées ici aussi grâce à leur défense. Faut pas l'oublier. Maintenant, les Pats ont une défense, on l'a dit, qui est vraiment un mur contre la défense au sol. Ils ont en plus réussi à appuyer là où ça faisait mal tout au long de la saison. Et puis même dans les airs, ils sont assez forts, assez costauds. Et puis ils
moi, ce que j'apprécie beaucoup avec cette équipe, c'est qu'ils ne lâchent jamais rien. Ils sont toujours dans l'envie de bien faire et ils ne lâchent jamais. On a vu des retours assez fous de gens qui pourtant étaient complètement battus. Par contre, là où il me semble, la petite faiblesse, c'est qu'ils ne provoquent pas assez de turnover. Donc il va falloir voir comment ça se passe dans un match avec autant de pression, puisque on le sait, la pression va pouvoir jouer beaucoup sur la tenue du ballon. Le Super Bowl, c'est assez fréquent de voir des turnovers dus à cette pression, justement. Oui. Christian Gonzalez, qu'il va falloir dont on parle depuis plusieurs semaines, qui va jouer un rôle clé, le cornerback star, qui était un Pro B-Tour, il me semble, il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans, et qui change la donne de cette défense et qui permet aux gagner du temps sur les rushers parce qu'il perd quasiment jamais de duel. Donc, ça va être le joueur à suivre du côté de la défense, à mon avis. Il est bon au duel comme le maïs. On passe aux Seahawks de Seattle. Oui, il en fallait une. Hein. Écoutez, Vince, il fait des fourches langues et moi, je fais quelques jeux de mots savamment distillés. Les Seahawks de Seattle. Oui, savamment. C'est un gâteau, non ? Non. Non, par contre, l'humour, laisse ça aux professionnels. Les Seahawks de Seattle, dont je disais, qui vont se présenter dans le costume de favori de ce Super Bowl 60, même favori assez net selon les bookmakers. Les Seahawks qui vont avoir comme quarterback Sam Darnold. On a parlé de Drake May de l'autre côté. Parlons de Sam Darnold, du cas Sam Darnold. Alors, on en a déjà longuement parlé dans le débriefing des finales de conférence parce que Sam Darnold a été sans doute l'un des tout meilleurs joueurs de ces finales de conf. La question, mon Yaya, parce que tu sais que c'est toi que j'aime faire parler sur Sam Darnold, c'est Oui. Va-t-il pouvoir rééditer une telle performance? Et j'irai peut-être même plus loin. Faut-il qu'il réédite une telle performance pour que les Seahawks puissent l'emporter? Alors, il y a 2 questions dans ta question. Oui, effectivement. D'accord. Peut-il? 1, 2. Forcément, il peut, parce que bon, est-ce qu'il doit? Peut-être pas aussi haute, mais au moins faire une performance. Et surtout, son péché mignon, éviter les interceptions. Il est numéro 1 aux interceptions. La dernière fois qu'il y avait un quarterback qui était leader en termes d'interception et qui a gagné le Super Bowl, c'était le GOAT, Eli. Mais c'est pas vrai qu'il a trouvé un moyen d'insérer Eli Manning dans le podcast, mais c'est pas possible. C'est la seule stat qu'il a de tout le podcast. C'est ça. Non, j'en ai d'autres, mais je vous les laisse. Non, mais pour moi, oui, il doit faire une grosse performance et limiter les turnovers. C'est de la palissade, mais après, ça va dépendre si justement le jeu de course arrive à percer la muraille Patriots. C'est pas donné, on va en parler tout à l'heure. Mais sinon, oui, pour faire passer le jeu de course, il va falloir qu'il arrive à installer un jeu de passe. Même question, mon Vince. Quel est le taux de pression qui pèse sur les épaules de Sam Darnold? On avait dit, c'est Wake qui avait dit que s'il lançait pas au moins 200 yards ou 250 yards pendant la finale de conférence, il n'y avait aucune chance qu'il puisse l'emporter. Est-ce que il va falloir encore avoir un Sam Darnold à 250, 300, 346, je crois, en finale de conférence, à presque 350 yards pour avoir une chance de gagner? Alors non, je ne pense pas. Je pense qu'il pourra se contenter de moins. Néanmoins, il fera fermer quand même pas mal de bouches s'il y arrive à ces 350 yards. Et très franchement, ça me plairait qu'il y arrive. Parce qu'on aurait vraiment un MVP du Super Bowl s'il gagne avec 350 yards à la passe, qui aurait vraiment de la gueule, et ça me plaît. Après, je pense que cette équipe des Seahawks, on va en parler par la suite, mais elle est suffisamment bien construite et suffisamment bien designée
et managé pour ne pas reposer sur une seule tête. C'est vraiment une hydre à plusieurs têtes, surtout en attaque. En défense, on a vraiment un collectif, vraiment un gros noyau. On a du mal d'ailleurs à dégager certaines individualités de ce collectif, même s'il y en a, hein, clairement. Par contre, en attaque, on a vraiment trois têtes. On a un receveur, un running et un quarterback qui sont vraiment la proue de ce bateau, de ce navire. Et oui, ça reste le leader. Pour autant, je pense qu'il n'a pas besoin de se surpasser autant que contre les Rams, parce que, à mon avis, enfin moi c'est mon ressenti en tout cas, la défense des Seahawks est suffisamment forte pour ne pas encaisser autant de points que ce qu'elle a encaissé contre les Rams. Ça serait beau. Je rêve d'un match vraiment parfait de Sam Darnold, pas parce que je suis anti-Pats, mais parce que j'aime beaucoup le bonhomme et j'aime beaucoup le parcours qu'il a eu, et notamment l'évolution qu'il a depuis son départ des Niners. Je trouve qu'il a explosé et ça me fait vraiment plaisir de voir cette évolution-là. Même question, Seb, et puis je vais la lier à la question suivante, c'est quelle est l'importance de Sam Darnold, ça c'est la première question. Et ensuite, c'est de savoir si c'est vraiment Sam Darnold le facteur X de cette attaque, ou est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs, chez Jackson Smith-Njigba, on a parlé de Rashid Shaheed tout à l'heure, ou chez Kenneth Walker, qui est en très très grande forme dans le jeu de course des Seahawks. Attends, juste une chose avant que Seb commence. C'est quoi ta définition du facteur X ? C'est comme c'est quelqu'un qui regarde un film érotique, non mais Non, c'est un facteur qui change le match. De la PTT. C'est quelqu'un qui change le match, tout simplement. C'est la d'accord, personne qui va changer le match. Moi, c'est pas ça, mais pour moi, le facteur X, je l'ai pas comme ça. Mais ok, je vois. Non, mais très bien. Bon, Seb, maintenant, tu peux peut-être répondre aux questions qui t'étaient posées il y a maintenant 22 minutes à peu près. Voilà, maintenant que Yaya nous expliquait qu'un facteur X, c'était pas un facteur X, je vais peut-être pouvoir parler. Alors, Sam Darnold est-il le facteur X ? Je vous l'explique après. Sûr. Pour moi, la question autour d'Arnold, c'est plutôt les doutes sont-ils levés, notamment après sa performance en finale de conférence. Il faut quand même voir même que sur leur parcours en play-off pour Seattle, c'était quand même pas de la petite guerre. Ils passent 41 points à Francisco, ils passent 31 points face aux Rams dans un match vraiment débridé, et ils ne doivent leur salut qu'à un stop de leur défense au bon moment dans leur red zone qui suffit à faire la différence. Sam Darnold, il lance plus de 4 milliards cette saison, 4018, 67,7% de complétion, c'est plus que correct, 25 touchdowns, mais 14 interceptions et 6 fumbles. On sait que, voilà, comme vous l'avez dit précédemment, messieurs, les pertes de balles, c'est un petit peu son dada, pour ne pas dire son péché mignon. Il a en plus une histoire qui plaide pas forcément en sa faveur. Sam Darnold, il est passé par les Jets, Carolina, San Francisco sur le banc, Minnesota, où il se relance, mais sa fin de saison a laissé une impression mitigée, voire même l'impression qu'il n'était peut-être qu'un mirage créé de toutes pièces par Kevin O'Connell. Pour lui, là, c'est le moment définitivement de laver son nom, de lever les doutes sur ses qualités de joueur. Donc, peut-être, comme l'a dit Vince, qu'il n'aura pas besoin de lancer 300 yards durant la finale. Peut-être qu'il n'en aura pas besoin. Mais s'il le fait, et qui prend au passage le titre de MVP, là, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de critiques à adresser à Sam Darnold. Et question suivante sur... explique-nous ton concept du facteur X pour Yaya, et puis réponds à la question sur qui de JSN ou de Kenneth Walker est le plus important selon toi. Alors pour moi, la vraie définition du facteur X, c'est le gars qui fait changer le match qu'on n'attendait pas. C'est un mec qui sort qui n'était pas sous les radars, qui est autre que une des superstars que l'on attendait. C'est-à-dire, c'est le joueur qui surperforme qu'on n'attendait pas. Typiquement, le Super Bowl que gagnent les Packers dans les années 90, Desmond Howard qui fait ça. Et juste pour savoir, qui est cette définition du facteur X dans le monde ? À part toi, toute la communauté NBA. Ah d'accord, donc c'est un truc de gens qui jouent à la baballe dans un panier. Ok, d'accord, très bien. Ouais, non, mais voilà. Non, parce que nous, dans le monde du foot US, le facteur X, c'est juste quelqu'un qui change le match. Tu regardes les facteurs X qui ont été choisis par la Fédération française sur la D1,
Bon, il y en a, c'est les meilleurs joueurs de l'équipe, quoi. Je veux dire. Oui, bah alors mais on les attend. Ils font ce qu'on attend. Le Factor X, c'est celui qui fait quelque chose qu'on n'attend pas. Bon, bref, on va pas partir dans Enfin, bref, on en débattra au café dimanche, si tu veux. On va boire du café quand même. Hein. On mettra Wake dans la discussion pour voir ce qu'il en pense. Oh là là, l'enfer. Non, pour moi, leurs destins sont liés à tous les deux, mais je pense que celui qui va devoir faire le gros match pour décanter la situation, c'est Jackson Smith et Njigba. Parce que ça va permettre de libérer de la place pour le jeu de course de Walker. Mais en priorité, ça va être Jackson Smith et Njigba. Et comme je disais tout à l'heure, ça ne m'étonnerait pas que Gonzalez défende sur lui. Et ça va pas être une mince affaire. Vince, même question pour toi. Alors, j'ai dit JSN, j'ai dit Kenneth Walker. Ça peut être Cooper Kupp, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Rashid Shade. Pour moi, le vrai. Alors, parce que selon moi, ma définition du Factor X, pour moi, c'était Cooper Kupp. D'accord. Il peut y en avoir vraiment. Les deux peuvent l'être. Mais moi je vois plutôt l'inverse de Yaya, c'est-à-dire que je vois plus Walker qui va permettre d'ouvrir le jeu, qui va permettre de poser le jeu au sol pour ouvrir le jeu à la passe, pardon. Je vois plutôt dans ce sens-là, parce qu'en fait Jackson Smith et Njigba, on est au courant de ce qu'il arrive à faire, on sait ce qu'il arrive à faire, et il arrive à faire tout et n'importe quoi avec un ballon dès lors qu'elle est dans son périmètre de catch. Donc, il va nous surprendre. Mais est-ce que c'est encore nous surprendre que de nous surprendre? Je ne sais pas vraiment. Oula, c'est très philosophique ce que je viens de dire. Mais bon, non, en tout cas, N'embête pas, pense pas dans la philo à cette heure-là. Les deux peuvent avoir un réel impact et auront, j'espère, un réel impact sur le match. Maintenant, est-ce que c'est pas quelqu'un de la défense qui va au contraire être le facteur X et qui va permettre de surpasser un peu tout ça? Ça peut être une solution aussi. Mon Seb, toi, tu m'as donné ton facteur X en attaque des Seahawks? Eh bien non, parce que tu ne me l'as pas encore demandé. Effectivement, Vince, du calme sur la philosophie, à cette heure-ci, c'est un coup à se faire les croisés, c'est pas bon. Alors, vous savez quoi? Moi, j'ai écouté la définition de Yaya, que je trouve intéressante, en fait. Vraiment. Et donc, comme je vous dis, c'est un homme de compromis. Je vais vous donner mes deux facteurs X selon les deux définitions, celle de Flav et celle de Yaya. Alors, effectivement, si je me tiens à la définition de Flav, il est évident qu'il faut que Jackson Smith et Njigba se mettent en avant. C'est le meilleur receveur de la ligue en matière de yards catchés cette saison, 1793. Attention, en face, on a parlé de Christian Gonzalez, oui, mais dans la défense des New England Patriots, il n'y a pas que Gonzalez, il y a 3 cornerbacks au total qui sont classés dans le top 25 de PFF. Il y a aussi Carlton Davis III et il y a Marcus Jones. On a parlé de Kenneth Walker. Walker, c'est une pile électrique de moins de 100 kg, 1027 yards cette saison, 4,4 yards par portée, 5 touchdowns, et en plus, il peut attraper des balles, 31 réceptions, 278 yards, 7 réceptions en playoff, et c'est peut-être un aspect de son jeu que Clint Kubiak va vouloir exploiter. Mais attention, il y a quand même un défi face à la défense au sol de New England dont j'ai parlé plus tôt. Et enfin, le facteur X façon Yaya, ben moi je vais vous le dire, c'est AJ Barner. AJ Barner, mais qui c'est donc AJ Barner? AJ Barner, c'est un des Titans des Seahawks, et c'est lui qui joue systématiquement sur leur version du touche-push, qu'ils appellent d'ailleurs le barnyard. Et alors, on va faire simple, en 2024, ces situations de yardage court, c'était un problème pour Seattle. En 2025, ça ne l'est plus. Il y a peut-être beaucoup de choses, surtout face à cette défense au sol redoutable, qui vont se jouer, qui vont se décanter, qui vont se décider grâce à AJ Barner. Voilà, ça c'est de l'intervention de qualité. Je veux pas dire, mais je trouve que c'est de la qualité. Et oui, bien évidemment. On va parler de la défense un petit peu des Seahawks de Seattle pour terminer là-dessus, parce qu'après on va parler des coachs. La défense des Seahawks de Seattle qui est l'une des meilleures de la ligue. Alors il y a eu ce match contre les Rams qui a été très ouvert, mais ça reste une des forces. Est-ce que pour toi, Mouyaya, c'est la force principale des Seahawks ou c'est plutôt l'attaque? C'est équilibré, mais oui, la défense, toute la saison, on s'est demandé si c'était pas le retour de la Legion of Boom. Et donc, du coup,
Oui. Je pense que leur défense sera bien présente. En fait, comment dire, ils sont sixième en termes de yards encaissés, premier en points encaissés. Ça va pas être une partie de plaisir pour l'attaque des Pats. Oui, je pense que la défense va être très importante et surtout un peu comme ce qu'on a dit, ça va permettre surtout d'avoir des meilleures possessions. Surtout que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le punter n'est pas la sécurité sociale, comme disait l'autre. Donc, si tu peux attaquer beaucoup plus près de l'embut adverse, forcément, c'est toujours plus pratique. Vince, même question. L'importance de la défense des Seahawks. Quelle est l'importance pour toi de cette défense des Seahawks? Elle aura permis de maintenir la tête hors de l'eau pendant de nombreux matchs, alors qu'ils avaient été dépassés. Quand on regarde le calendrier de la saison, il y a de nombreux matchs où ils arrivent à gagner, alors qu'ils en prenant très très peu de points en fait. Donc par hasard comme ça, mais après c'est les Vikings, les Vikings qui gagnent 26, ils les battent 26-0, les Falcons 37-9, les Panthers 27-10, les Jaguars 20-12 contre cette attaque des Jaguars qui a été vraiment très forte cette année, les Saints 44-13. Donc non, je pense que vraiment ils ont été assez costauds. Le seul match où ils sont vraiment passés au travers à la défense cette année, il y en a deux en soi, et encore, est-ce qu'on peut vraiment parler de au travers? C'est les Rams en week 16, le 38-37 où ils ont gagné, et les Buccaneers là où ils perdent 38-35 chez les Bucks. Non, à domicile contre les Bucks, pardon. Donc cette défense, elle est forcément très importante, très impactante, et elle leur permet de récupérer des ballons assez hauts. Mais là aussi, moi je veux mettre aussi l'accent sur un autre fait de jeu et sur un autre aspect du jeu, mais c'est des équipes spéciales chez les Seahawks qui sont très 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 impressionnantes, et je pense que là-dessus, les Seahawks ont vraiment un gros avantage au niveau des équipes spéciales par rapport aux Pats, et on a pu le voir pas que en finale de conférence ou quoi que ce soit, mais surtout le long de la saison. On a une défense, Seb, qui a concédé 17 points en moyenne par match depuis le début de la saison. C'est la meilleure défense en nombre de points accordés à l'adversaire. Ils vont affronter la deuxième meilleure attaque en nombre de points chez les Patriots. Il y a aussi cette histoire de yards, les yards à la course, seulement 93 yards concédés. Quel est le facteur défensif qui est le plus important? Stopper le jeu de course des Patriots avec Trevion Anderson, avec Ramondre Stevenson, ou se concentrer sur la passe et sur la pression mise sur Drake May? Alors, c'est très compliqué quand on ne peut pas installer son jeu au sol en foot américain, parce que si la passe ne fonctionne pas, et comme disait Vince Lombardi, quand vous lancez une balle, il peut se passer 3 choses et il y en a 2 de mauvaises, c'est compliqué de se rabattre sur autre chose. La citation est authentique, je le sors pas mais elle est très belle, elle est très belle. Voilà, donc c'était le football des années 60, c'était une autre époque. Et du côté de Seattle, comme tu l'as dit, déjà, première défense en matière de points encaissés, ça aide, on peut le dire, ça aide à gagner du match. Mais on a surtout une défense qui a le 4e meilleur taux de pression, 38,9%, alors qu'ils blitzent relativement peu, 22% de blitz sur leur jeu défensif, 25e de la ligue. Et tu as quand même un front fort super costaud avec DeMarcus Lawrence, un front 7, pardon, très costaud avec DeMarcus Lawrence avec 6 sacs, Leonard Williams 7 sacs, Byron Murphy 4 sacs, Uchenna Nwosu 7 sacs, Boy Maffei 2 sacs. Il y a 47 sacs au total pour toute l'équipe. Et un coach défensif, un defensive coordinator, Eden Durd, qui apprécie énormément les feintes de blitz. Donc si déjà tu arrives à mettre cette pression sur le jeu offensif, ça va pas être facile, mais en plus, au sol, c'est 3,7 yards accordés par portée. C'est pas lourd comme moyenne pour l'équipe d'en face. Il concède très peu de big play. Peut-être que du côté de Mingans, ce qui peut leur aider à décanter les choses, c'est les courses de Drake May qui ont été déterminantes contre Denver il y a une semaine de cela.
Mais effectivement, sur le papier, moi je vois une défense qui est capable d'éteindre n'importe qui. Attention, je ne dis pas que New England n'a pas de ressources, mais il y a là aussi un sacré mur de briques en face d'eux, et surtout un mur de briques qui est très comprimé, qui semble pas avoir d'aspérité, et qui semble maîtriser tous les aspects du jeu. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour sur les Seahawks, les amis? Rien à ajouter? Après, on va parler des coachs. Et avant non, mais les Seahawks, la dernière chose à dire sur les Seahawks, c'est qu'ils ont déjà joué au Levi Stadium cette saison. Ils le connaissent très bien, puisqu'ils y jouent toutes les saisons. Ils vont dans un stade qui, d'habitude, leur est complètement hostile. Là, au final, je ne sais pas s'il n'y aura pas plus de fans des Seahawks que des Pats, puisque au final, on est moins loin de Seattle, donc je ne sais pas trop. Oui, là, on est moins loin de Seattle que de Boston. Ça, c'est Voilà. c'est à peu près sûr. Ouais. Là, j'ai pas besoin de prendre ma carte des États-Unis pour être sûr de cet état de fait. Les amis, on va parler un petit peu des coachs parce que mine de rien, ces deux coachs, Mike Vrabel et Mike McDonald, dont on a beaucoup parlé, et finalement, peut-être que le Super Bowl et le vainqueur du match pourrait tenir aussi des décisions des coachs. Alors on parle beaucoup de Clint Kubiak en ce moment, le coordinateur offensif des Seahawks, qui a l'air d'être embarqué pour être le prochain coach des Raiders de Las Vegas. Mais on a vraiment deux head coachs là qui vont se faire face, qui n'ont pas une grande expérience du Super Bowl. Je dis pas une grande parce que Mike Vrabel, il l'a déjà joué, mais en tant que joueur, ce Super Bowl. Est-ce que ça compte d'ailleurs? Oui. Oui. Pour toi, ça compte, Vince? Oui, dans la transmission de l'expérience, dans tout ça, même si c'est aussi une autre époque, parce que mine de rien, ça commence à dater un peu. Et encore que c'est pas non plus il y a 2 Bon, ça décennies. date moins que les Super Bowl des Giants. C'est ce que j'allais dire, ça date moins que les dernières victoires d'Eli, donc c'est dire quoi. Mais bon, oui, ça y joue, parce que dans l'approche, dans tout ça, il sait ce qu'on peut ressentir sur le terrain, il sait quoi demander à ses joueurs, quand leur demander, il sait quoi leur passer comme consigne, donc oui, ça y joue clairement. Et la gestion, encore une fois, je reviens là-dessus, mais la gestion de la mi-temps. La gestion du temps, de manière générale. Non, mais la mi-temps, c'est le concert fait que ça dure plus longtemps qu'une mi-temps traditionnelle. Et donc, du coup, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réchauffes les gars? Comment tu gères ce temps? Parce que tout est... En fait, dans un match, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Il y a un timing qui est bien serré. Il y a zéro place à l'improvisation. Et là, justement, quand tu n'as jamais vécu ces moments-là, tu sais pas. Et là, justement, l'avantage de Mike Vrabel et de son staff, c'est de bien connaître. Et on a Mike McDonald en face, c'est sa deuxième année en tant que head coach. On a posé la question pour Drake May tout à l'heure, savoir si deuxième année, c'était pas un peu jeune pour aller chercher un Super Bowl. Est-ce qu'au niveau d'un coaching, avoir une expérience de 30 matchs, grosso modo, un peu plus, 35, sur le banc, est-ce que ça permet d'avoir le recul nécessaire pour bien coacher un Super Bowl? Oui. Oui, franchement, encore une fois, le plus dur, il l'a fait en allant jusqu'au Super Bowl. Après, il faut le gagner ce match-là, mais il nous a prouvé tout au long de la saison qu'il était capable de manager une équipe, qu'il était capable d'aller loin avec cette équipe. C'est vrai qu'on a parlé de Drake May tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un coach qui a réussi à déjà gagner le Super Bowl lors de sa première année, déjà dans sa première année ou dans ses 2 premières années? McVay, ça faisait longtemps qu'il était au Rams, je me souviens plus. Il a été au Super Bowl super vite, mais il a perdu son premier Super Bowl. Oui, je crois qu'il a perdu son premier Super Bowl. Ouais. Je vais vérifier en même temps que vous discutez. Ouais, Je suis désolé. Moi, Sinon, je crois que Vince Lombardi a gagné son premier Super Bowl. Bah oui, dès le Super Bowl parce 1. que c'était le premier. Voilà. Oh là là, vraiment, Yaya, si tu as d'autres stats et anecdotes de ce genre-là, garde-les finalement. Tu vois, celle-là. Et j'étais pas sûr de la stat, moi, attention, hein, c'est intéressant. Hein. un peu comme une course de 2,8 yards.
C'est intéressant. Après, plus sérieusement, c'est vrai que si on doit vraiment parler d'expérience de finale, oui, mais forcément, c'est Vrabel qui en a le plus, mais pas en tant que joueur. Parce que du côté du banc de Seattle, bon, si tu cumules les finales vécues par Mike McDonald et Clint Kubiak, bon, ben, c'est une finale, hein, puisque Kubiak était passing game coordinator pour San Francisco en 2023. Mais c'est tout. Donc, on va dire qu'on arrive sur deux tables rases quelque part là-dessus. Peut-être effectivement un avantage pour Mike Vrabel en termes de transmission de son expérience de joueur, mais comment lui il va le vivre, comment lui il va le gérer, c'est difficile à savoir. Après, l'autre option, c'est bien sûr d'un côté comme de l'autre de se dire à la fois c'est un match et ça se gère comme un match. Ouais. Après, il y a un truc, c'est là où l'apport de Cooper Kupp dans le roster va amener tout son sens. Tu vois, on se disait, oui, il part à la retraite du côté de Seattle. Qu'est-ce qui va aller s'enterrer dans cette équipe qui meurt? Et bam, il va au Super Bowl. Donc, tu vois, c'est le joueur de gars dans le vestiaire sur qui tu peux t'appuyer, tu vois, dans la room des receivers, mais également à Sam Darnold et le coaching staff. Alors, il y a deux autres coachs qui ont gagné le Super Bowl dès leur première année en tant que head coach. Attention, ça va être l'heure du quiz. Il y en a un, bon, alors là, si vous me le donnez, c'est chez Baltimore Colts en 1971. C'est Don McCafferty qui a gagné le Super Bowl. Mais je pense que l'autre, vous le connaissez, et notamment Seb, parce que c'est chez 49ers. Eh oui, c'est les dire. Ah, bah oui, c'est 49ers. après Walsh. C'est George Seifert. C'est George Seifert, 1989. Oui, parce qu'ils font le back-to-back. Voilà, il a été défensif coordinateur très longtemps pendant un petit moment des 49ers, et ensuite il a été head coach, et dès sa première année en tant que head coach en 1989, il va chercher le Super Bowl, et ensuite il finira sa carrière, si je dis pas de bêtises, chez les Panthers de Caroline, me semble-t-il. Mais il a fait très très longtemps chez les 49ers. Voilà. Donc, il n'y en a que deux, si on exclut Vince Lombardi qui a gagné le numéro 1, il n'y a que deux autres coachs qui ont réussi sur leur première année, et Mike McDonald, lui, ce sera sa deuxième année. Alors, je n'ai pas cherché les coachs de deuxième année qui l'ont gagné, mais du coup, on peut gagner un Super Bowl, même avec peu d'expérience de coaching, de head coaching. Les amis, est-ce que c'est l'heure du pronostic? Ah non, il y avait la question sur le Super Bowl 49. J'avais oublié le Super Bowl 49. J'avais failli oublier le Super Bowl 49. Ah. Bon, mais comment oublier le Super Bowl 49? Cette victoire, c'était combien? 28-24 des Patriots? Ouais. C'est ça, 28-24 avec cette interception de Malcolm Butler dans la cet appel de jeu. Cet appel de jeu, surtout de la part de Seattle. Wake va te défendre le truc en te disant qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils étaient obligés d'appeler ce jeu-là. Donc, mais il va faire une vidéo là-dessus, je veux pas vous spoiler parce que oui, mais alors est-ce que c'est avant ou après la vidéo avec une vidéo auquel je suis invité à participer d'ailleurs, donc je remercie Wake pour son invitation. Donc voilà, donc on vous sortira tout ça, on vous expliquera un petit peu cet appel de jeu, mais en attendant ce Super Bowl 49, alors évidemment il n'y a pas de joueurs qui vont jouer les deux des deux côtés. Mais est-ce que ça peut avoir quand même dans les têtes, chez les fans, chez tout ça, est-ce que vous pensez qu'on a dit aux joueurs de Seattle, c'est l'heure de la revanche, quoi. Bon, Yaya, tu y crois, toi, la revanche ou... Non, c'est un truc de supporter. Ou c'est anecdotique, c'est un truc de supporter. C'est un truc de supporter. Et de médias. Ouais, complètement. Et si on est dans la même situation avec 4 points de retard et les Seahawks à 2 yards, on y pense? Ah bah oui, forcément. Mais là, nous, supporters, mais les joueurs sur le terrain n'y passeront pas. Ah, t'es sûr? Il y en a pas qui l'ont vécu. Ah il ouais, y en a aucun qui l'a vécu. Moi, je suis sûr qu'en tant que joueur, ils l'ont tous vu, ils le connaissent tous. Ah ben c'est un jeu iconique. Moi, je suis sûr qu'ils sont en position de gagner sur les 2 yards des Patriots dans les dernières secondes avec 4 points de retard, ils y pensent. Sûr. Oui. Par contre, là où ça peut trembler, c'est que le coach peut y penser et sur l'appel de jeu, ça peut trembler. Hein. Et là, il n'envoie pas Kenneth Walker, il tente une passe pour Cooper Kupp et il se fait intercepter encore une fois. Et alors là, l'histoire est un éternel recommencement. Bon, ce sera pas par Malcolm Butler cette fois, ça c'est sûr. C'est déjà ça de gagner. Tout le monde partage l'avis d'Yaya, c'est une simple anecdote.
Oui, c'est un Oui, truc de c'est un truc de fan. supporter et de journaleux. Genre, même pas de journaliste, c'est carrément. Non, même pas de journaleux. Même pas- Non, tu vois, c'est pour Stephen A. Smith. c'est- Oui, d'accord. Oui, donc très c'est bien ce que je disais. Pour le Pat McAfee show. Bon, les amis, c'est l'heure de vous mouiller. On est pile à 1 heure d'émission. C'est l'heure de vous tremper la nuque. C'est l'heure du pronostic. Alors, c'est vous qui choisissez. Soit vous donnez juste le vainqueur, soit vous donnez le vainqueur avec le score exact, soit vous donnez le vainqueur avec le score exact et un marqueur de touchdown, soit vous donnez le vainqueur avec le score exact, un marqueur de touchdown et la minute du premier touchdown. C'est vous qui choisissez. Sachant que si vous faites ça et que vous avez raison, je m'engage à tout faire pour que vous ayez une place pour le match des Saints à Paris. Oh, génial, la récompense. Je rigole. C'est dommage. Voilà. Et oui, mais il y a de l'humour qu'il faut pas faire. Oh, le snob, quoi. C'est dommage. Il attendra de voir les Broncos. J'ai vu un très beau à Paris. commentaire sous le. Oui, non, tu ne vas pas le dire parce que sinon toi aussi tu perds ta place. Ah, d'accord. Voilà. Donc je t'écoute pour ton pronostic. Tiens, t'as envie de parler, vas-y. Utilise ta langue à bon escient, ça changera. Vas-y. Oui, alors, attends, s'il te plaît. 24-17, Seattle, premier touchdown par Cooper Kupp à au bout de 7 minutes de jeu. J'ai l'impression de jouer au Cluedo. C'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans la cuisine. De jeu et 43 secondes. Très bien, très bien. Vince, je t'écoute. Je vais donner 28-20. 28-20 pour les Seahawks. Et je vais aller chercher un touchdown de Walker contre cette défense au sol des Pats. Le premier touchdown il restera 3 minutes 30 dans le premier quart-temps. Bon, Seb. On va s'ennuyer. 31-20, Seattle. Premier touchdown par Jackson Smith. Ou de, disons, 8 minutes de jeu. Et moi, oui, parce que je vais me mouiller. Et oui. On peut féliciter les Patriots. Oui. Eh bien, attends, parce que moi, je vais donner les Patriots 24-21. Je donne les Patriots 24-21, mais après, un touchdown de Rashid Shaheed au bout de 8 secondes de jeu. Voilà. Eh oui, bah oui. J'ai pensé à celle-là. Eh oui, j'ai pensé. Alors pour ça, il faudrait déjà que le coin toss ça arrive du bon côté. Quoi, alors, ça peut être kick return, c'est possible, comme ça peut être aussi sur la première passe de Sam Darnold, comme il y a eu en finale de conférence, où il a, dès le premier jeu, cherché Rashid Shaheed sur une longue passe. Ça peut, si jamais il s'arrête tout de suite, les 8 secondes, c'est jouable, le temps de faire la longue passe et tout. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est possible. Donc, et j'ai 8 secondes. Voilà, donc ça, ce sera mon prono. Je donne les Patriots vainqueurs, mais avec un premier TD de Rashid Shaheed. Merci à tous de nous avoir écoutés. On va se retrouver vendredi matin pour revenir sur toutes nos prédictions de cette saison et sur les overreactions de la Week 1, parce que ça fait plaisir à Seb. Donc on les insérera aussi dans le podcast. On se retrouve aussi, si vous le voulez, mercredi pour présenter sur l'Afterfoot US les dernières équipes de D1. Est-ce qu'on retrouve un podcast NBA, mon Yaya, Il y a un conseil de classe qui est sorti ce lundi, donc allez-y, écoutez, voilà. Voilà, le podcast NBA, le podcast Chili de Bison qui devrait sortir bientôt. Vince est en train d'en cuisiner un et dès que ce sera prêt, il se fera un plaisir de le partager avec vous en live. Ça mijote. Voilà, ça mijote. En attendant, portez-vous bien. On se retrouve donc vendredi pour la NFL pour parler de nos prédictions foireuses depuis le début de saison. Merci mon Seb, merci Yaya, merci Vince, merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à très très vite sur TPO. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, bye.